Juste avant, on va parler de ce qui se passe à l'Élysée et puis du côté de Matignon, mais juste un mot sur Édouard Philippe qui annonce hier sa candidature à la présidentielle. C'était le bon moment ? Bon, écoutez, j'ai pas tellement à le juger. En tout cas, j'ai lu son interview avec intérêt, même si je pense qu'il aurait pu se passer de ses attaques sur France Insoumise, qui sont un peu la logique de son camp et auxquelles il ne se prêtait pas dans le temps. De toute façon, c'était un peu attendu. Voilà, 2027 est déjà dans leur... Et manifestement, il montre aussi que le camp macroniste n'est plus que division, parce qu'il a des mots assez durs avec le président de la République. Depuis 50 jours, on voit défiler différentes hypothèses pour Matignon. Vous dites non à tout. Par exemple, le dernier en date, Xavier Bertrand, Seignette, ce sera une censure automatique ? Ah, oui, parce que c'est pas la question de la personne, c'est la question du programme. Et vous comprenez bien qu'il est hors de question de laisser un programme qui était minoritaire en juin dans les urnes le soin de gouverner le pays. Donc c'est à M. Macron qu'il faut retourner la question. Là, c'est plus possible. La situation n'est plus possible. Il est dans l'impasse. Bon, moi, je m'adresse un peu à lui à travers vous ce matin parce que il a refusé Lucie Castet. Pour refuser Lucie Castet, il s'est adressé au groupe en disant « Qu'est-ce que vous allez faire ?» Alors, M. Attal dit la motion de censure. Est-ce qu'il valide le fait que M. Attal puisse le dire ? Parce qu'il n'est pas suffisant, son groupe n'est pas suffisant pour faire ce chantage. C'est le RN. Et du coup, il s'est mis dans les mains du RN. Bravo, la belle affaire. RN qui perd les élections législatives et qui se retrouve maintenant à pouvoir décider de qui sera le Premier ministre de M. Macron. Donc M. Macron, il est dans la passe, il n'y arrive pas. Il n'a que ce genre, dans cette logique, il n'y a que des appels à la censure. Donc il doit maintenant au moins, j'allais dire, faire le moindre mal au pays et donc proposer à Lucie Castet de gouverner. Voilà, je pense que c'est ça qui au moins le sortirait de l'impasse dans laquelle il s'est mis. Si j'en reviens à une deuxième hypothèse, qui est quand même une hypothèse de gauche, qui est celle de Bernard Cazeneuve, il semble avoir été assez ferme sur le projet politique, un projet politique de gauche, et notamment sur la réforme des retraites. Est-ce que vous vous dites pas, on a quand même un coup à jouer avec Bernard Cazeneuve ? Donc, M. Cazeneuve ne gouverne pas, vous le remarquerez. M. Macron, en réalité, pourquoi M. Macron ne voulait pas... Il gouverne pas, on l'a pas encore nommé à Matignon. Pourquoi M. Macron... Non, mais moi je vous dis, il ne sera pas à Matignon. Il ne sera pas à Matignon. Pourquoi ? Pour la bonne raison, c'est que si jamais M. Cazeneuve met vraiment ce genre de conditions sur la table, c'est à vérifier, parce que l'étiquette de gauche de M. Cazeneuve, je la conteste un peu. Mais admettons qu'il mette des choses qui soient des marqueurs de gauche. Mais M. Macron ne voudra pas. M. Macron a refusé Lucie Castet, non pas parce que c'est Lucie Castet, non pas parce que c'est le nouveau Front populaire, il l'a refusé parce qu'il ne veut pas de notre programme, parce qu'il veut, alors qu'il est minoritaire, continuer à appliquer le sien. Politique d'austérité, de rigueur, politique néolibérale, etc. Voilà, c'est ça qu'il essaie de faire. Mais il doit aujourd'hui se rendre compte qu'il est minoritaire. Il ne peut pas l'imposer au pays. Est-ce que vous accepteriez une forme de compromis sur les mots, abrogation, ou plus exactement aller sur des amendements, des dérogations pour effectivement que certaines catégories puissent partir plus tôt ? Non. Vous voulez l'abrogation ou rien ? Mais c'est pas moi je veux l'abrogation, c'est pas LFI veut l'abrogation, c'est même pas le nouveau Front populaire qui veut l'abrogation. Une énorme majorité de Français, plus de 90% des actifs le veulent, tous les syndicats le veulent. Il y a une majorité au niveau du suffrage universel qui a, à travers plusieurs formations qui ont demandé l'abrogation, qui était majoritaire. Donc maintenant, le chef de l'État doit admettre le résultat du suffrage universel. Il n'y a pas d'autre solution. Il doit arrêter de louvoyer, et sinon, il se retrouve dans la passe à nommer un Premier ministre qui, effectivement, sera censuré très rapidement, et donc, à partir de là, c'est lui qui va être mis en question. Voilà. Si il ne se soumet pas, il doit se démettre. Moi, je pense que... Vous appelez à la démission du président de la République. Écoutez, si véritablement il ne nous donne pas la possibilité de gouverner, s'il ne donne pas la possibilité à un Premier ministre de gouverner et de tenter sa chance devant l'Assemblée, où moi je suis sûr que, contrairement à ce qu'il dit, il n'y aurait pas eu de motion de censure immédiate sur Lucie Castet. Bon. Et d'ailleurs, pour que ça soit le cas, il n'avait qu'à, je vous fais remarquer, demander à son camp de ne pas voter une motion de censure immédiate. C'était possible de laisser au moins notre programme tenter sa chance. Et moi, je pense que notre programme, au départ, et c'est ça qui l'embêtait, aurait été majoritaire. L'abrogation de la réforme des retraites aurait été majoritaire à l'Assemblée. La taxation des superdividendes aurait été majoritaire. L'augmentation du SMIC, le point d'indice des fonctionnaires, le blocage des prix de première nécessité, ça passe par décret. C'est ça qui lui posait problème. Et donc avec les voix, sans doute, parfois, avec le Rassemblement national. Ça vous aurait pas gêné ? Bah, écoutez, moi, ce que je remarque, c'est que là, pour l'instant, il s'appuie sur le Rassemblement national pour éviter le gouvernement, le nouveau Front populaire. Donc, ceux qui font une alliance de fait entre
l'annonce de M. Attal d'une censure jusqu'à Mme Le Pen, c'est pour l'instant eux qui font un espèce de cordon réactionnaire, alors même qu'il y a quelques semaines, ils appelaient un front républicain. On n'a pas encore de Premier ministre, mais on sait déjà que le prochain ministre des Finances va devoir trouver 16 milliards d'euros. Vous avez enfin reçu, vous les avez demandé lundi soir, les documents budgétaires pour préparer le budget 2025. D'abord, est-ce que vous pensez que ce budget, il pourra être examiné dans les temps le 1er octobre ? Oui, c'est encore possible. D'un point de vue calendrier, c'est encore possible. Si M. Macron finit par nommer un gouvernement, on peut dire qu'il a jusqu'à mi-septembre pour arriver à rendre une copie et qu'on rentre dans le calendrier. Donc c'est possible. La question qui se pose surtout dans ce qui s'est passé cet été, et qui illustre un peu ce que je voulais dire quand je disais que M. Macron veut en réalité cohabiter avec M. Macron, veut imposer ce politique, c'est que il met tout en branle pour qu'on n'ait pas d'autre choix que leur logique d'austérité, de compétitivité et d'offre. Et nous disent-ils, non seulement par rapport au budget qui est prévu, mais maintenant, M. Le Maire nous dit qu'il va falloir que ça soit pire que prévu. Parce qu'en réalité, les déficits sont plus importants. Parce que les comptes dérapent, il y a ceux des collectivités locales, il y a des recettes fiscales qui sont pas à la hauteur. Est-ce que, juste sur la forme, vous pensez que le gouvernement a dissimulé, a fait œuvre de dissimulation sur ce budget ? Non, je pense pas qu'il Ou est-ce qu'il a péché par optimisme, notamment sur la croissance ? Non, il n'a pas dissimulé, simplement... il a fait en sorte de profiter de cette trêve olympique pour avancer sur son budget. Je veux dire, et de faire en sorte que ça soit irréversible, de nous donner des logiques. Bon, moi, ce que je constate, c'est qu'il ne peut pas cacher une chose, c'est que sa politique est faite pour baisser les déficits. Alors, il baisse les dépenses publiques, mais ça ne marche pas. La preuve, c'est que les déficits augmentent et il nous manque des dépenses publiques pour investir dans l'écologie, l'éducation, la santé. Il suffit de voir la façon dont se fait la rentrée scolaire. Bien. Donc, à partir de là, le constat, c'est que cette politique, il faut en changer de manière radicale. Il faut passer à une politique où on va récupérer des recettes, parce que je vous fais remarquer qu'une fois de plus, les comptes dérapent. Vous voulez taxer les revenus du capital des plus riches. Les revenus du capital les plus riches, c'est-à-dire ceux que M. Macron a avantagés à coût de dizaines de milliards d'euros. Et puis l'autre pan de notre politique, c'est de favoriser les revenus du travail. Si vous favorisez les revenus du travail, si vous les augmentez, il y a plus de cotisations, il y a plus de rentrées fiscales. Et tout ça, ça fait 16 milliards, parce que c'est grosso modo ce qu'il faut trouver. Ça fait plus que ça. Ah oui. Mais vous avez beaucoup de dépenses aussi. Oui, mais donc le programme que nous avons mis sur la table, je vous le rappelle, en 3 ans, c'est 150 milliards de dépenses supplémentaires et c'est 150 milliards de recettes. Et nous pensons que l'effet de notre économie, ce qu'on appelle l'effet multiplicateur d'une politique de relance par la demande, eh bien, ça permet en plus d'autres rentrées de cotisations et d'impôts. Donc, non seulement je pense que de toute façon, on fera pas pire qu'eux en termes de déficit, je pense même qu'on peut améliorer la situation. Ce que je rappelle, le déficit, on pourrait terminer non pas à 5,1 à la fin de l'année, qui était la cible officielle, mais à 5,6, c'est-à-dire plus que le 5,5 de l'année dernière. Et je rappelle qu'on est censé passer sous les 3% d'ici 2027. Vous dites ça, c'est mission impossible ? Je pense que ça ne devrait pas être ça ne devrait pas être le seul objectif d'un gouvernement. Voilà, la question des déficits. Je sais que c'est des sujets qui sont un peu à contresens de ce qu'on entend, mais je vous fais remarquer que les Américains ont des déficits bien plus importants et leur économie va beaucoup mieux que la nôtre. Voilà. Donc la question, c'est aujourd'hui, comment, par exemple, on met de l'argent pour investir en matière d'écologie ? Ça me semble, la dette écologique me semble plus importante que la dette financière. Bien. Et évidemment, créer des déficits pour investir, c'est bien. Créer des déficits pour faire des cadeaux fiscaux aux plus riches, c'est pas bien. Ça, c'est ça que nous voulons rectifier. Un dernier mot, vous avez déposé la procédure de destitution visant Emmanuel Macron. Elle pourra pas aller très loin quand même, parce qu'il faut une majorité des 2/3 de l'Assemblée nationale. Là aussi, vous pensez que vous aurez cette majorité ? On fait deux choses. Alors, on pose sur la table la question de la destitution, parce que, je reviens à la discussion de tout à l'heure, soit à un moment donné, M. Macron est le problème. À force de vouloir imposer sa politique qui est minoritaire, c'est le problème. Il bloque la vie démocratique de ce pays. Donc il faut, personnifier cette question. Donc ça passe par la destitution. Bien. Si ça ne marche pas ce coup-là, si par exemple on se retrouve après le budget avec un 49.3 qui est censuré, à nouveau se reposera la question. Gouvernement de Lucie Castet ou le fait que M. Macron, qui est le problème, démissionne ou qu'on le force à démissionner. Donc là, c'est une manière de poser la question, de poser le problème. Nous, ce qu'on demande surtout, c'est que le débat s'ouvre. Et puis à côté de ça, je vous fais remarquer que nous disons que nous poserons une motion de censure lors d'une séance extraordinaire que nous demandons à l'Assemblée. Donc c'est le deuxième pan de nos exigences, avec des mobilisations sociales. Nous en commençons une ce samedi 7 septembre. Eh bien, merci Éric Coquerel, bonne journée à vous.